Salut les Gilou potes, c'est Gilou qui arrive. Pépette au plein les bottes, les Rocky qui dérivent. J'plie la carte, j'suis déjà loin. Une tasse de café dans la main, lever du jour sur l'air d'à côté. Un nouveau coin, un nouveau bout d'été. Une route blanche qui file devant. Les petits villages, les grands tournants. Je coupe le moteur, j'écoute le vent et je vous embarque là maintenant. Sur les routes avec Pépéto, je vis, je roule, c'est mon tempo. Il passe le long des ruisseaux, je filme, je ris, je partage chaque mot. Regardez les gyropotes. Voilà, regardez ça comme c'est beau. Magnifique, hein. Et voilà. Regardez, hein. Waouh. Allez, c'est parti pour la visite du château. Donc voilà, le site est ouvert. Parce qu'il y a une personne, elle a regardé les horaires au mauvais endroit. Ah. Merde, C'est le truc là, il faudra qu'on... Je sais pas comment on pourra, mais il faut... Elle est dans le bouquin, il y a confondu, de toute façon. Parce que ça, il faut pas le voir. Ah oui. Regardez ça, c'est beau. Magnifique, hein. Là, on va prendre les billets d'entrée. Et puis voilà. Allez. Donc là, nous sommes rentrés dans une salle avec une cheminée. Très jolie. Je vais scanner quand même. Donc là, je suis dans le salon des boiseries, salle numéro 2. Fondé forteresse, d'accord. Enfin, il reconstitua le pont-levis qui avait été détruit au XVIIIe siècle. Après 20 ans de travail et de passion, j'ai fait tondre mon Là, je rentre dans le salon des 1000 fleurs. Bonjour mesdames, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue en ces lieux. Je me présente, je suis Jacques Siegfried, propriétaire de ce château depuis 1886. Comme il m'est fort plaisant de l'ouvrir à votre curiosité, je me propose de vous accompagner et de vous servir de guide tout au long de cette visite. Passionné d'art du Moyen-Âge et de la Renaissance, j'ai cherché à reconstituer le cadre de vie de la noblesse au temps de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. J'ai fait habiller les pièces de boiserie, de carrelage et de peinture murale dans les styles des 15e et 16e siècles. J'ai acheté des meubles et des tapisseries et j'en ai aussi fait fabriquer. Nous sommes ici dans le salon des 1000 fleurs. Cette pièce doit son appellation aux tapisseries du même nom qui ornent les murs. Il n'est nul besoin de vous en donner la raison. Ce motif... Nous sommes ici dans la salle des devises, où se rencontrèrent pour la première fois le jeune roi de France, Charles VIII, et la petite duchesse de Bretagne, Anne, dit-on. Sur les murs, exécutés à la peinture dorée, voyez les lettres A pour Anna et K pour Carolus. Deux devises en latin sont peintes sur les murs. Celle d'Anne de Bretagne est Potius mori quam foedari. Plutôt mourir que faillir.
Nous entrons dans la salle de banquet. Regardez ça, c'est beau. Hein. Waouh, c'est magnifique. Ouais. Pouf. Qu'est-ce que c'est beau. Montons l'escalier pour aller dans une chambre. Alors, je sais pas laquelle. C'est. Est-ce que ça va être celle-là? Oui, c'est ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Nous voici dans la chambre de Barman. Avant de vous présenter le mobilier que j'y ai installé, je veux vous montrer quelques petites transformations que j'ai faites pour améliorer le confort moyenâgeux du lieu. Regardez, à gauche de l'entrée, une grille au niveau de la plinthe. C'est une sortie d'air chaud du calorifère. Le foyer, alimenté au charbon, distribue l'air chaud par un système de canalisation courante dans les murs. La pièce dans laquelle nous nous trouvons est tian. Ce tissage de laine et de soie est une œuvre du XVe siècle, venant des Flandres. C'était au Moyen-Âge la chambre de retrait, un espace réservé à la vie privée et au sommeil. Priorité au confort et à la protection contre le froid. Le lit est posé sur une estrade. Il est entouré de rideaux qui protègent des courants d'air et des tapisseries isolent des murs froids. Ce lit a été fabriqué d'après un croquis de Viollet-le-Duc. Il reproduit un lit du XIIIe siècle et s'inspire des manuscrits d'époque. Savez-vous que le sommeil était une affaire sérieuse au Moyen-Âge, sur laquelle se sont penchés de nombreux médecins? C'est à cette époque qu'est rédigé un manuel de santé dont les enseignements sont encore conseillés. Par exemple, dormir 8 heures par nuit pour un adulte. Une dernière petite remarque en ce qui concerne les lits et le repos au Moyen-Âge. On entend souvent dire que les gens dormaient assis. On remarque pourtant que l'imagerie médiévale montre presque toujours des dormeurs étendus de tout leur long. Je pense que les deux postures au lit sont possibles. Tout dépend de ce qu'on y fait, et peut-être de la période de l'histoire qu'on choisit. Parmi les autres œuvres de cette pièce, vous pouvez admirer une tapisserie étonnante près de la porte. Ce fragment d'une pièce plus importante... Là, nous entrons dans la salle de mariage. Wow. Regardez ça. C'est beau. Bon. Manque de lumière un peu. Peut-être normal. Qu'est-ce que c'est beau, hein? La chambre de la dame. Dans les grandes maisons de la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, la spécialisation des espaces s'affirme. Une première évolution se manifeste par la séparation des appartements du seigneur et de ceux de la dame. Le château de Langeais se conformant à cette tendance, les appartements du seigneur prennent place au premier étage, et ceux de la dame et des enfants trouvent naturellement leur place au niveau où nous nous trouvons, c'est-à-dire au second étage. Dans ces chambres privées, il n'est pas rare de trouver, comme ici à Langeais, des retraits comportant une petite étude, une garde-robe et des latrines. Sur le mur de droite en entrant dans cette pièce, vous pouvez admirer une tapisserie à 1000 fleurs datant du XVe siècle. Essayons de déchiffrer ce qu'elle...
voici dans la chambre des enfants. Plusieurs pièces de mobilier les concernant sont présentées. Des chaises hautes, un trotteur et un berceau. Et bien sûr, comme dans beaucoup de pièces au Moyen-Âge, nous retrouvons ici des tapisseries murales. Elles améliorent considérablement le confort dans ces lieux de vie, en offrant une meilleure isolation thermique. Sur les tapisseries du XVIe siècle de cette salle se trouve une plante qui se nomme l'aristoloche. Des garçons. L'un d'eux vécut jusqu'à l'âge de 3 ans, mais fut emporté par la rougeole. Il s'agissait du petit Charles Orlan, dont on voit le banc. Au demi-sein, au moyen d'un cordon de soie. Il lui servira bien. Du teint était fort prisé des dames. La gorgerette permettait d'éviter une coloration disgracieuse. Il faut coiffer les cheveux de madame. Son atour de tête doit être l'objet de grands soins, afin de... Nous entrons dans l'atelier du lisier. J'en dessin. Oui. D'accord. Et là. Ouf. Pas mal. Là, nous sommes dans le cabinet d'art sacré. Sur les côtés, on a aussi des personnages, 3 personnages de chaque côté, avec un évêque et une reine et un roi. Au niveau structure, il y a très peu de problèmes. Elle est bien conservée. On observe simplement des fissures dues à des mouvements du bois, mais qui n'ont pas beaucoup d'incidence sur le maintien. Par contre, au niveau des décors, évidemment, elle était très assemblée par toutes les couches de restauration de cire et de vernis. Donc, notre travail... Pour créer cette pièce, Monsieur Baron, le précédent propriétaire du château, a réuni salle haute et grenier en supprimant le plafond qui les séparait. Il voulait en faire une chapelle, mais elle ne fut jamais consacrée. Cette belle charpente en carène est un cadre idéal pour mes tapisseries d'épreux. J'ai acheté 6 d'entre elles à Saint-Mexan, dans les Deux-Sèvres. Elles se trouvaient encore dans le vieux château pour lequel elles avaient été commandées, entre 1525 et 1540, probablement par un lieutenant du sénéchal du Poitou. Elles sont tissées en basse lisse et sont proches, par leur style, des ateliers de la Marche, de Felletin ou d'Aubusson. Si vous les observez dans le détail, vous pouvez constater que chaque tapisserie se compose de la même façon. Dans un cadre ornemental, le preux s'impose sur son cheval. Il est toujours entouré de 2 personnages armés. Le sol est couvert de plantes variées. En arrière-plan, on voit un paysage imaginé fait de collines, de bois. Donc là, nous sommes dans le pourtour du château. Wow, c'est beau point de vue, hein. C'est magnifique. Passage tout autour. Waouh, regardez. Dommage qu'il y ait du grillage. C'est pas des vitres. Le grillage, c'est pas formidable ça. Et bon, on fait tout le tour, comme c'est là.
Je vois les halles en bas là. On tourne en rond comme ça là. Qu'en pensez-vous? Là, nous sommes dans le cabinet de faïence. Ok. Vous voici arrivé dans le châtelet du château de Langeais. Dans l'architecture médiévale, le châtelet est un ouvrage avancé formé de tours. Il est destiné à défendre l'entrée d'une place forte. Il est souvent complété, comme ici à Langeais, d'un pont-levis que vous pouvez apercevoir par les fenêtres donnant sur la ville. Aménagez cette pièce comme un passage vers la Renaissance, une porte vers un monde nouveau. Elle se trouve naturellement en fin du parcours que nous venons d'effectuer. La Renaissance a commencé en Italie au XIVe et XVe siècle, puis a essaimé dans toute l'Europe. Elle se termine vers la fin du XVIe siècle. C'est une période de l'histoire. C'est aussi un mouvement artistique. Les productions de cette époque. Là, nous montons au comble du château. Ça, c'est du sport ce matin. Wow. Ah oui. Ok. Belle petite charpente. Hein. Ok. Belle charpente. Du bon bois. Bon, je crois que c'est la fin de la visite, là, comme c'est là. Je pense qu'on va redescendre. Ouais. Salut les giloupots.